bonjour et bienvenue à Erasmus dans le cadre de notre émission Les Grands Dialogues de ce dimanche 24 juillet 2022 à partir de notre studio de Londres. Encore une fois, merci d'être fidèles à nos programmes quotidiens et à toutes nos éditions de Erasmus et de Canaf Africa 54 TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier parce que nous allons nous orienter dans ce dialogue, en tout cas, vers la Tunisie, où nous allons dénoncer une situation très dramatique que traversent les Africains. De ce côté, les Africains, je veux dire, les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont des réfugiés dans ce pays du nord de l'Afrique, la Tunisie, et qui sont en train justement de traverser des moments très délicats. Et il va falloir que justement l'opinion internationale s'en charge pour arriver justement à résoudre ce problème. Donc, Erasmus se fait le plaisir de faire ce grand dialogue ce jour de dimanche de manière spéciale, justement pour pouvoir faire entendre la voix de ce peuple africain, de ces Africains qui sont en train de traverser des moments difficiles dans un pays étranger, mais néanmoins un pays africain. Nous allons donc parler avec M. Deleg Ougui, qui se trouve de ce côté de la Tunisie, qui va essayer de nous expliquer justement les circonstances dans lesquelles il se trouve en Tunisie et qu'est-ce qui explique justement les souffrances qu'il est en train de traverser, y compris d'autres compatriotes ivoiriens qui traversent les mêmes difficultés. Ce message donc qu'il veut adresser aujourd'hui est destiné au ministre Konan Kwadjo Bertin Kakabe, qui est le ministre de la Réconciliation. Et nous tenons justement à préciser que ce message que nous avons aujourd'hui nous a été transmis par Madame Mireille, qui est la présidente du conseil du collectif de Français d'origine ivoirienne et des Amis de la Côte d'Ivoire. Elle est ambassadrice de paix, et donc c'est elle qui nous a justement orientés vers les Africains ivoiriens se trouvant en Tunisie. Alors, M. Ougui Delek, bonjour. Bonjour, mon frère René. Voilà, vous êtes en Tunisie, nous sommes en direct sur Erasmus. Première question, messieurs, pouvez-vous vous présenter d'abord à nos auditeurs qui vous écoutent pour le moment? Merci, mon frère René. Je suis Dilek Ougui, depuis la Tunisie. Merci ce matin pour cette interview que vous m'adressez. Je suis vraiment content de vous répondre. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous trouvez en Tunisie, s'il vous plaît? Je suis en Tunisie depuis le 1er février 2017. Et quelles sont les causes? Presque 5 ans, je suis là. Voilà, 5 ans durant. Donc, quelles sont les conditions, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en Tunisie en quittant la Côte d'Ivoire pour vous retrouver en Tunisie? Toujours à la recherche de la route vers l'Europe ou tout simplement parce que vous avez eu d'autres raisons majeures? Bon, tu sais, depuis 2011, mon pays a en tout cas traversé des situations très délicates et difficiles, je peux dire. Donc, c'est ce qui a poussé plein d'Ivoiriens à sortir du pays parce que pas mal d'Ivoiriens étaient poursuivis par ce que je peux dire, ceux qui sont maintenant en place. Donc, nous qui étions avec l'ex-président Laurent Gbagbo, on était un peu vieux. Donc, raison pour laquelle nous sommes sortis un peu de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous avez été pourchassé par le pouvoir qui a chassé voilà. le président Gbagbo. Et ainsi, oui, parce que nous étions avec le président Gbagbo. Donc, quand le président Gbagbo a été arrêté, tous ses compatriotes ont été en tout cas poursuivis. Voilà, donc nous étions ces personnes qui ont vraiment battu la campagne du président Gbagbo dans nos différents quartiers. Donc on ne pouvait plus après... Les partisans de Laurent Gbagbo. Voilà, nous qui sommes les partisans du président Gbagbo, nous ne pouvons plus rester dans ces différents quartiers. Et c'est ce qui a fait que nous sommes tous sortis de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes sorti de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo lui aussi il a été amené à la haie, mais actuellement Laurent Gbagbo se retrouve en Côte d'Ivoire. Nous estimons que vous ne pourrez plus de risque de rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, mais ça c'est le président Gbagbo, mais malgré qu'il est rentré naturellement, ses conditions ne sont pas encore
ne remplit pas les conditions normes qu'il attendait du président Alassane Ouattara. Parce qu'un président, si tu acceptes à ce que ce dernier rentre, ça veut dire que tu as mesure d'assumer toute sa sécurité d'abord et ses droits, ce qu'il devait recevoir après son arrivée, tout ce qu'il doit recevoir comme droit. Je pense que jusqu'à présent, ce dernier ne remplit pas ces conditions. Vu que pour Laurent Gbagbo, c'était pour lui que ces prisonniers étaient enfermés. Mais malgré que le président Gbagbo est encore en Côte d'Ivoire, on a encore ces prisonniers, des personnes qui sont encore incarcérées à la MACA. Donc nous qui sommes à l'extérieur, qu'est-ce qui prouve que si nous rentrons, on ne peut pas aussi subir ces gens du sort. Il y a ce qu'on appelle maintenant la guerre froide que la Côte d'Ivoire subit maintenant. Vous comprenez? Donc c'est le président Gbagbo qui est rentré. Mais nous qui sommes encore dehors, dans nos différents quartiers, nous sommes un peu vus. Tu vas rentrer, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais ceux qui sont déjà rentrés ne sont pas à l'aise là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui fait que nous sommes encore un peu réticents pour rentrer. Alors, dans le cas de la réconciliation que prône le gouvernement Ouattara actuellement, il s'agit justement de regrouper tous les fils et filles ivoiriens, y compris ceux qui sont à l'extérieur du pays. Dernièrement, nous avons vu que le président du COJEP a reçu son passeport et donc lui aussi s'apprête à rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce ne sont pas des signes forts qui prouvent que le président Ouattara s'active justement pour que tout le monde rentre au pays? Pour que tout le monde rentre au pays, ça dit qu'il faut d'abord enlever ce qui est auprès de toi. C'est vrai que le président Gbagbo est rentré, mais voyons ces militaires qui sont encore incarcérés, ces militaires qui sont encore en prison. Si ces personnes sont vraiment libérées, et nous, ça va encore nous donner la motivation de vouloir rentrer. Vous comprenez? Mais ces personnes sont encore en prison. Quand le président Gbagbo est rentré, il a dit, bon, il allait voir le président Alassane pour qu'il libère ces personnes emprisonnées maintenant. Mais jusqu'à présent, ils sont toujours enfermés. Vous comprenez? Donc, voilà un peu... Je peux peut-être croire à la réconciliation, mais pour l'instant, je ne vois pas ce que ça apporte pour l'instant. Parce que ça n'aboutit pas. Voilà. Rien ne va devant comme des actes de réconciliation. Alors, ayant été partisan de Laurent Gbagbo, hein, je présume que vous avez été membre de son parti politique, le FPI de l'époque. Maintenant que vous êtes en Tunisie, en exil en quelque sorte, est-ce que le FPI, l'évolution du FPI actuellement, qui a connu une transformation, et donc le président Gbagbo n'est plus le leader de ce parti, il a créé son propre parti politique. Comment vous vous sentez lorsque vous entendez l'effritement de ce parti FPI? Le FPI d'avant, parce que maintenant, nous, on appelle ça PACI, parce que nous ne sommes plus des militants du FPI. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler du FPI d'avant qui est dirigé par Afin Descent. Oui, mais je parle du FPI que vous avez connu au temps de votre départ de Côte d'Ivoire. Lorsque vous entendez derrière vous que le FPI s'est disloqué, Afin Descent s'en est approprié et que Laurent Gbagbo, à son retour, a fini par créer son propre parti politique. Et quel est votre sentiment? Non, mais le président Gbagbo l'avait déjà dit. Si tu as fait d'avancer et qu'il y a une embuscade, tu fais en sorte que tu puisses éviter cette embuscade pour pouvoir aller devant. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, ce FPI-là, nous ne le considérons plus. Nous vivons maintenant avec le PPACI qui est le nouveau parti du président Gbagbo. Donc, nous, on n'a plus à se prononcer sur le FPI parce que nous ne faisons plus partie de ça. Bon, vous êtes vraiment les partisans de Laurent Gbagbo en tant que leader politique, hein. Oui. Mais pas de l'idéologie politique et du parti. Pardon? Vous êtes je veux dire, le partisan de Laurent Gbagbo en tant que leader politique, ou vous êtes partisan d'une idéologie politique qui incarnait le FPI en tant que parti politique? Vous savez, c'est pas la personne du Gbagbo que nous suivons. Nous suivons des idées. Vous comprenez? Et si ce dernier toujours ces mêmes idées, donc nous devons continuer de le suivre.
Voilà, donc nous le suivons pas parce que c'est lui Laurent Gbagbo, mais nous le suivons parce qu'il a des bonnes idées pour la Côte d'Ivoire pour développer ce pays. Et c'est ce que nous suivons, c'est pas la personne du Gbagbo que nous suivons, mais ce sont ces idées qu'il met en place quand il est là. C'est ça qui peut arranger la jeunesse et c'est ce que nous suivons. Les idées qu'il incarne en fait. Voilà, les idées qu'il incarne. D'accord. Alors, parlons maintenant de circonstances de votre arrivée en Côte d'Ivoire. Vous l'avez, enfin, je vais dire, en Tunisie. Sûrement que vous êtes arrivé en Tunisie dans des conditions difficiles. Oui. Pouvez-vous nous décrire un tout petit peu comment vous avez réussi quand même à échapper à la Côte d'Ivoire? Bon, moi depuis 2011, le 4 avril 2011, je suis rentré au village parce que j'habitais le quartier du Pougon. Et pendant ce temps, nous étions un peu poursuivis par les rebelles. Donc, nous, on faisait partie d'un mouvement politique qui soutenait le président Gbagbo. Donc, déjà dans le quartier, nous étions un peu mal vus. Et c'est comme ça, nous sommes dispersés et chacun rentrait dans son village. Et nous sommes restés dans le village jusqu'à ce que le 11 avril arrive. Et puis, bon, on attend maintenant tout ce qui s'est passé. On a attendu maintenant tout ce qui s'est passé. Et moi, j'ai fait de 2011 à 2016. J'étais au village parce que je ne pouvais pas rentrer sur Abidjan. Et heureusement, quand ça s'est abaissé un peu, je suis venu à Abidjan. Et puis, bon, quelques jours plus tard, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et puis, bon, je suis rentré en Tunisie. D'accord. Et voilà comment j'ai quitté un peu la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Alors, arrivé en Tunisie, est-ce que vous avez trouvé une certaine accalmie? Est-ce que vous vous êtes senti en sécurité? Bon, quand je suis arrivé en Tunisie, vous savez, nous avons déjà la Côte d'Ivoire à une idole que nous ignorons. Voilà, une personnalité que nous ignorons, nous ne reconnaissons pas. Parce que on dit souvent qu'on n'est pas prophète ce soir. Mais lorsque moi je suis arrivé en Tunisie, et quand à l'aéroport on m'a demandé tu viens de quel pays, j'ai dit, je les ai dit que je venais de la Côte d'Ivoire, tout de suite ils m'ont accueilli. Parce que je viens du pays du célèbre footballeur Didier Drogba. Et quand tu dis tu viens de la Côte d'Ivoire et tu dis le nom de Didier Drogba, souvent même on peut te donner du travail ici en Tunisie. Wow. Et quand je dis je viens du pays de Didier Drogba, je le connais très bien, mais j'ai été heureux de dire ce nom. Donc, quand je suis arrivé, que j'ai dit que je suis ivoirien, je viens du pays de Didier Drogba, d'abord mon patron qui m'a accueilli, en tout cas, il m'a ouvert les bras. Et ça ne m'a pas compliqué la tâche, voilà. Et tout de suite, j'ai vu que c'est quelque chose à faire. Et puis, bon, c'est parti comme ça. Donc, voilà. le nom de Didier Drogba vous a ouvert les portes. Ça prouve que la célébrité de l'homme est allée au-delà des frontières et que cette célébrité, justement, a donné l'image positive même du pays et de son peuple. Et donc, les leaders politiques qui incarnent ce pays, est-ce que c'est rendent-ils vraiment compte de cette image de l'icône qui jaillit la lumière pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que les leaders politiques arrivent à comprendre l'image de cet homme par rapport à la Côte d'Ivoire, l'influence qu'il a sur la Côte d'Ivoire au monde extérieur? Oui, ça c'est la question serait posée par nos présidents, nos leaders politiques. C'est à eux de répondre à cette question. Parce que moi, vous m'avez posé la question, je l'ai répondu à ma manière. À eux maintenant de répondre. Vous comprenez? Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est ce que je vous dis. Mais je pense qu'avec ce nom Didier Drogba, ici, les Ivoiriens, pas mal d'Ivoiriens qui sont un peu heureux avec ce nom. Voilà. Alors, vous êtes arrivé, vous avez trouvé d'autres compatriotes ivoiriens sur place. Et comment vous êtes organisé pour vous installer? Parce que là, ça fait plus de 5 ans que vous y êtes. Bon, ici en Tunisie, nous avons plusieurs associations d'Ivoiriens. Voilà, il y a des Bélités, il y a des Bourreaux, il y a des Gagous, donc, nous sommes dans des conditions un peu délicates. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes dans des conditions un peu délicates parce que ici, il y a des Ivoiriens
qui travaillent. Je vais vous expliquer un peu ce que les Ivoiriens traversent ici comme difficulté. Bien sûr. Voilà. Ici, quand tu travailles avec un Tunisien, d'abord, il peut te prendre, et tu es en train de marcher comme ça, il te dit, tu cherches travail, si tu dis oui, tu dis bon, il te dit bon, viens travailler avec nous. Sans signer du papier, tu travailles avec lui. Le jour il est content, il te paye. Le jour il n'est pas content, il te libère. Et sans, ça ne va pas quelque part. Tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. Parce que tu n'as pas de documents. Tu n'as pas de cas de séjour. Vous comprenez? Tu peux même vivre dans sa maison, tu payes le loyer, tu payes tout. Mais ça peut le prendre 2 mois, 3 mois, il vient le lendemain et te dit demain sors de ma maison. Tu ne peux pas aller quelque part te plaindre. Tu es obligé de sortir. Ici, l'étranger n'a pas raison d'être un Tunisien. Tu peux tenter de marcher, les enfants vont te lapider dans les rues. Les parents sont là, les enfants te lapident. Et les parents ne peuvent rien faire. Ils ont un peu peur d'être là. Pour les garçons et tu ne peux pas te dire que tu vas te mettre dans la peau d'un garçon. Parce que si tu t'arrêtes pour faire un peu de palabre avec eux, ils vont venir se grouper sur toi. Donc ici, nous traversons vraiment des situations difficiles. Et donc à partir de ce moment-là, oui. Tu peux être dans une maison, tu payes le loyer, tu payes l'électricité. Le mois fini, le bailleur peut t'envoyer une ancienne facture que tu vas payer. Vous comprenez? C'est-à-dire tu payes la facture, mais c'est les anciennes factures, il va t'envoyer. Il met place sur les autres factures, la nouvelle facture, que tu vas encore payer. Et si tu ne payes pas, tu peux te sortir de la maison. Vous voulez dire que lorsque vous avez les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous sommes dans des conditions un peu difficiles. Vous voulez dire qu'une ancienne facture, c'est-à-dire une facture qui a déjà été payée, mais il vous met la pression de repayer la facture juste pour vous emmerder. Oh. Ce qu'ils font eux-mêmes, parce qu'ici, c'est le crédit qui marche beaucoup. Ici, ils vont dans les boutiques, ici, ils peuvent prendre même 20 000 francs de crédit, le boutiquier peut lui donner. Il paye quand il veut, comment il veut, parce qu'eux-mêmes, ils vivent du crédit. Vous comprenez? Donc, malgré que on appelle ça le STET ici, de la manière on appelle la CI en Côte d'Ivoire, pour eux ici on appelle le STET. Donc, ils peuvent ne pas payer la facture de courant pendant 5 mois. Et le courant est toujours là. Maintenant, nous qui sommes des étrangers qui vivons dans ces maisons, et quand nous rentrons dans ces maisons, les anciennes factures qui n'ont pas été payées, ils sont obligés de mettre ça sur nous, nos factures, pour qu'on les paye. Comment tu peux vivre dans une maison, consommer 2 mois de facture, et puis la facture te vient à 200 000 francs. En 2 mois, la facture te paye à 2 mois. La facture te vient à 200 000. Et tu es obligé de payer. Parce que si tu ne payes pas, il t'échappe en tête. Mais quand tu vois la consommation que toi-même tu as utilisée, ça ne vaut même pas 10 000 francs. Mais il t'envoie une facture de 200 000 francs que tu vas payer. Et quand tu vas à la STEC, eux ils te disent que non, c'est des anciennes factures qui n'ont pas été payées qu'ils ont mis dessus. Tu viens, tu demandes au bailleur, ces anciennes factures, est-ce que c'est moi qui les ai consommées? Il va te dire, paye ou tu sors de ma maison. Voilà un peu les conditions. Et là, souvent même, il fait palabre avec toi. Et quand tu n'as pas de papiers, tu vois, ils appellent la police. Parce qu'ici, ils ont tous le numéro de la police et puis la police est plus versée partout. Donc, dès que la police est devant ta porte, la police vient, ne cherche pas à demander, à comprendre quelque chose. Fais aussi qu'ils prennent aller au poste. Arrivé là-bas, ils vont faire signer des documents. Ils sont tous pris en arabe et ils ne savent pas lire. Et on te dit signe. La seule chose que tu vas voir sur le document, c'est ton numéro et ton nom que tu vois sur le document. Tout est écrit en arabe. Et ils vont t'obliger à signer ça. Sans traduction. Sans traduction. Voilà toutes les situations que nous traversons. On vous fait signer un document sans traduction. Vous ne comprenez même pas la signification des textes qui sont écrits en arabe. Tu ne comprends rien. Tout est écrit en arabe. Et tu signes. Mais vous communiquez dans quelle langue avec eux? Vous communiquez dans quelle langue avec eux? Avec la police? On parle en français. Mais les documents sont en arabe. Ils ne vous traduisent pas. Ils sont en arabe. Il y a d'autres policiers qui ne comprennent pas le français. Quand tu lui parles le français, tu dis je ne comprends pas. Il te dit parle en arabe. Toi aussi, tu ne comprends pas l'arabe.
Donc, voilà un peu ce que nous vivons. Maintenant, sur l'autre côté, parce qu'il y a des situations aussi que nos frères qui veulent aller traverser. Nous allons parler de cette question, monsieur Delegue. Monsieur Delegue, nous allons parler de cette question à la deuxième partie de notre entretien. Après, pour l'instant, n'inquiétez pas, soyez en ligne. D'accord. Merci de nous rejoindre sur Racine. Nous sommes en plein échange, en grand dialogue avec notre invité qui est avec nous en duplex depuis la Tunisie, M. Domenech Tegui, qui est un citoyen ivoirien qui vit en Tunisie dans des conditions difficiles en tant que réfugié. Il est parti de son pays natal, la Côte d'Ivoire, pour fuir justement les problèmes qu'il avait connus dans son pays. Nous sommes en train de d'échanger avec lui sur les circonstances dans lesquelles il se trouve et la vie qu'ils sont en train de traverser, de connaître en Tunisie avec tous les Ivoiriens qui sont dans ce pays de l'Afrique du Nord. Alors, M. Delegue, essayez de nous expliquer maintenant vos ambitions. Est-ce que vos ambitions, au regard de toutes ces difficultés que vous traversez, c'est de rentrer au pays ou d'aller un peu plus extérieur vers l'Europe? Quelles sont vos ambitions pour le moment? Bon, pour l'instant, tout est dans la main de Dieu parce que moi, je suis une formation ici, en Tunisie. Quand tu sors de ton pays et que tu retournes avec quelque chose, je pense que c'est le plus important à faire. Tu vois? Donc, nous sommes sortis, c'est comme, je veux un peu parler de la parole de Dieu. Quand le peuple d'Israël est sorti en Israël, ils sont partis en Égypte, ils ont appris beaucoup de choses et ils sont rentrés en Israël. Et c'est là qu'ils ont commencé à réformer l'Israël, à recréer l'Israël. Et c'est comme ça, étant ivoirien, quand tu sors de ton pays, que tu vas à l'extérieur, il faut apporter un plus à ton pays. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire. Je suis sorti de mon pays, il faut un métier, et même moi, je rentrerai avec un métier. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et là, j'apprends à rester en bâtiment. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, je suis en train de suivre une formation. Et Dieu décidera si je vais aller dedans ou bien je vais retourner dans mon pays. Tout dépend de Dieu. Mais oui, mais tout dépend de Dieu, mais c'est vous qui êtes l'acteur principal dans cette affaire, parce que finalement, c'est vous qui devez décider. C'est pas Dieu qui est en train de souffrir avec vous dans tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Je suis un croyant. Oui, croire, c'est une chose. Oui, mais moi, c'est ce qu'on est pour. Oui, croire, c'est une chose, mais entre-temps, vous êtes en train de traverser un moment difficile, et l'État est en train de passer, vous devez avoir quand même une projection dans l'avenir. Est-ce que rentrer au pays serait mieux ou aller plus loin, c'est-à-dire vers l'Europe en prenant le risque de traverser? Vous n'avez pas de papier actuellement en Tunisie, vous ne pouvez pas projeter d'aller plus loin parce que vous risquez de tomber dans la même condition, dans la même tentative de vouloir traverser dans les conditions que l'on connaît, que vous vouliez d'ailleurs tout à l'heure évoquer avant la fin de la première partie de notre dialogue. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire par là? Parce que vous avez voulu interpeller ceux qui prennent le risque de traverser par la Méditerranée. Bon, c'est ce que je veux te dire. Traverser la Méditerranée, c'est quelque chose de dangereux. Mais tu sais, on dit l'homme propose, le Seigneur dispose. Et malgré que des personnes qui arrivent, et il y a d'autres qui restent, et il y a d'autres qui restent. Donc il y a trois conditions. Donc, pour être aimé du Seigneur, qui ne cherche pas à aller devant un jour. Et si Dieu voulant que c'est par là je passe pour arriver, mais que son nom soit glorifié. Si je dois retourner dans mon pays pour aller, si je dois aller devant, que son nom aussi soit glorifié. Je confie tout dans la main du Seigneur. Admettons qu'aujourd'hui, on vous sorte des conditions dans lesquelles vous traversez et que l'on vous dise par la politique qui est menée aujourd'hui, qui est proposée aujourd'hui, la réconciliation nationale,
Et que l'on vous dit de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous rentrez où en Côte d'Ivoire? Ceux qui sont dans quelles conditions? Dans quelles conditions ces personnes sont? Je peux assurer que depuis 2020, je peux dire, ou bien 2018, on parle de la réconciliation. Et puis, il faut longtemps nous parler de la réconciliation. Et jusqu'à présent, on ne sait pas à quel niveau nous sommes de la réconciliation, des actes de la réconciliation. On parle toujours de la réconciliation, mais on ne voit pas les fruits de la réconciliation. Vous comprenez? Demain, nous rentrons. Ceux qui sont rentrés en ce moment, beaucoup ne travaillent pas, beaucoup ne perçoivent pas leur salaire. Les gens de Gbagbo qui étaient proches de Gbagbo qui sont rentrés, jusqu'à présent, beaucoup ne mangent pas. Même le président Gbagbo, est-ce qu'il rentre en possession de son salaire? Beaucoup ne perçoivent pas leur salaire maintenant. Donc, c'est ceux qui sont devant, par rapport à la réconciliation, c'est les actes qu'on va d'abord voir. Pour que nous qui sommes derrière, ça va nous donner le courage de rentrer. Mais tu ne peux pas voir ceux qui sont devant, sont en train de souffrir. Toi, tu te lèves, tu te jettes dedans. Tunisie, c'est vrai que c'est difficile. Mais pour l'instant, pour d'autres personnes, c'est mieux que la Côte d'Ivoire. Parce que tu ne peux pas quitter dans Fournier et aller dans Magnan. Est-ce que tu comprends? Rien ne nous prouve que la réconciliation est en marche en Côte d'Ivoire. Rien. Donc, vous le préférez... président Gbagbo, il allait voir le président Lassane, libère les prisonniers. Ça fait presque 1 an. Ils sont toujours en prison. Ce sont ces actes que nous devions voir pour pouvoir la réconciliation. Mais jusqu'à présent, on n'attend rien. On ne voit rien. Rien ne bouge. Qu'est-ce qui va nous pousser pour rentrer? Alors, cher M. Delec, ça Monsieur le journaliste. Vous voulez sous-entendre ici, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que vous êtes sur le point de non-retour, finalement. Non, qui nous donne l'opportunité, qui nous donne la force, le courage de pouvoir rentrer. Nous, on veut rentrer. Beaucoup d'Ivoiriens sont ici. Je vais vous dire quelque chose des Ivoiriens qui vivent ici. Beaucoup d'Ivoiriens, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont mariés. D'autres ont commencé, ont cherché à aller de l'autre côté. Et d'autres, par malheur, d'autres sont restés dans l'eau. Et ceux qui sont restés dans l'eau, il y a leurs enfants qui sont là. Leurs femmes sont restées. Ces enfants n'ont pas de père. Ou bien il y a des enfants qu'on brûle sur l'eau. Maman est restée dans l'eau, papa est resté dans l'eau. Et l'enfant est sauvé. Mais l'enfant vit comme maintenant ici. Il y a plein de cas où des jeunes filles sont enceintes, ont des enfants, 2, 3 enfants, ils sont sans mari parce que leur mari est resté dans l'eau. Et ils vivent dans des conditions bizarres ici. Ces personnes crient pour rentrer. Ils doivent faire cri de cœur pour rentrer. Puis même c'est pour vous envoyer des vidéos plus tard. Nous avons fait des vidéos pour vous les envoyer. Vous allez voir ce qui se passe réellement ici. Nous sommes au moins 4 000 Ivoiriens ici en Tunisie. 4 000 Ivoiriens qui vivent ici en Tunisie. Dans des situations très difficiles. Vous comprenez? Et au fur et à mesure, il y a des Ivoiriens qui meurent dans des hôpitaux ici, qui sont emprisonnés. Parce que tu vis dans la maison d'un Tunisien, à raison ou à tort, il appelle la police, tu mets en prison. Tu fais 1 mois, on te laisse. Ou bien tu fais 2 mois, on te laisse. Mais tu vas leur demander pour quel motif je suis en prison ivoirien, tu dis. Je vais vous signifier car que moi-même j'ai vécu par rapport à mon petit frère qui conduisait. Parce que lui, il était chauffeur ici. Et il roulait le véhicule et il y a une dame qui est venue, elle a cogné, elle voulait peut-être traverser sans voir, mais le jeune l'avait déjà vu. Donc lui, il a ralenti. Et la femme est venue se jeter sur la voiture. Elle est tombée. Ils ont pris la femme et ils ont pris le jeune. Ils nous ont fait croire que la femme est décédée. Et heureusement pour nous, on a cherché à prendre un avocat. Et l'avocate qu'on a prise, c'est elle qui a défendu nos dossiers. Et c'est quand ils ont vu qu'on a pris un avocat, l'assurance aussi allait prendre un avocat pour défendre plusieurs dossiers. Et ils ont vu que la femme n'était pas morte. C'est là maintenant ils vous ont dit la vérité qu'elle n'est pas morte. Parce que si elle était morte, parce que elle avait agi. Mais tout ça a fait que nous, et Dieu merci, comme on a pris pour
Elle a suivi le dossier. Le jeune a fait 1 semaine, 4 jours. Il a été arrêté. Et pour finir, moi, je demande à madame l'avocate, mais quel est le corps de la dame? Il dit, monsieur Ogui, ton frère a été libéré, dis merci à Dieu. Il ne m'a rien dit pour finir. Vous comprenez? Donc, il y a plein de cas que nous subissons ici en Tunisie. Vous voyez? Donc, nous, les Ivoiriens, beaucoup de cas, c'est-à-dire des gens veulent des débats volontaires. Mais dans quelles conditions? Les gens crient, on peut, mais la personne ne rend comment? Il dit, vous êtes avec quoi? Une personne qui a cherché ici juste un permis de niveau, il peut aller traverser. Il arrive au port de l'eau. Et d'abord, en prend son argent, il n'est pas parti, il a tout vendu ici en Tunisie, mais pas parce qu'il s'est dit qu'il va traverser. Donc, il n'a plus rien à faire derrière ici. Il laisse sa maison, il vend tout ce qui était dans sa maison, et il va, il fait 2 mois au bord de l'eau, il revient produire. Il est revenu, il va encore attendre combien d'années pour avoir ce qu'il a perdu. Ce sont ces personnes qui sont vraiment désespérées, qui sont ici en Tunisie. Ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, M. Ogui, il y a plein d'Ivoiriens qui veulent rentrer. Oui, plein d'Ivoiriens veulent rentrer. Vous êtes à peu près 4 000 Ivoiriens qui se trouvent en Tunisie. Et le gouvernement du président Ouattara, actuellement, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, à la prise de pouvoir, vous a été hostile. C'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez de ce côté de l'Afrique et du Nord. Maintenant que vous êtes dans un point de non-retour, si je peux bien le comprendre, y compris même nos auditeurs, sont en train de réagir à notre écran pour nous dire que le point de non-retour souvent porte préjudice à ceux qui ne veulent pas justement prendre les bonnes décisions. Quelle est la bonne décision que vous prendriez, M. Ogui, face à ces difficultés que vous traversez? Quelle serait la bonne décision pour vous, pour donner l'exemple aux autres Ivoiriens qui se trouvent sur place? Quelle est la bonne décision? Rentrer pour les pays ou partir pour ce que nous voulons prendre comme décision. Oui. Nous voulons que sincèrement la réconciliation est en marche maintenant, si je peux tout parce que j'ai tout la dernière fois attribué les trois, le président Ouattara et les 2 ex-présidents se sont vus. Donc, vraiment, que cette réconciliation soit vraiment morte et que nous saluons déjà au passage. Et vraiment, si cette réconciliation vraiment marche, on est de cœur pour rentrer. Nous sommes prêts pour rentrer. Il y a plein d'Ivoiriens qui veulent rentrer. Alors, vous savez... Mais quelqu'un qui n'a plus 5 francs. Oui, allez-y. Quelqu'un qui n'a plus 5 francs, il rentre en Côte d'Ivoire. La famille est là. Lui-même, il est rentré. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va entreprendre? Il rentre sans 5 francs. Il faut que ces autorités ivoiriennes peut-être puissent lui prendre en charge. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que ça peut se faire? Et si ça peut se faire, ça serait la bienvenue. Vous verrez que plein d'Ivoiriens vont rentrer. Mais ils se disent quoi? Ici, j'ai tourné, j'ai fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Même il y a des Ivoiriens qui sont venus en 2011, qui sont là. Mais ils rentrent en Côte d'Ivoire avec quoi? Arrivé là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. Oui, mais ils rentrent pour recouvrir la liberté. Est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas parti en mission de service pour vous poser cette question de savoir, je rentre avec eux? Vous avez fui le pays dans des conditions difficiles. Mais s'il y a une ouverture de rentrer au pays, la meilleure solution, c'est de rentrer au pays et de couper dans des conditions déshumanisées, telles que vous font subir les Tunisiens. Oui, ce que vous dites aussi est vrai. Ils peuvent rentrer pour retrouver la liberté, mais étant libres. Pas, la liberté, c'est d'être à l'aise aussi, d'avoir quelques moyens financiers. Vous comprenez? Oui, les moyens financiers. Les moyens financiers, on arrive sur place et puis on cherche le travail dans son pays. On peut chercher le travail dans son pays, ça, je ne dis pas le contraire. Mais quand tu rentres, il faut au moins au minimum de quelque chose pour pouvoir rentrer. C'est vrai que tu as retrouvé la liberté peut-être que tu cherchais. Tu es arrivé au pays, il n'y a plus de poursuite derrière toi, tu es arrivé. Mais tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Ceux qui sont là que tu trouves, est-ce qu'eux-mêmes ils travaillent déjà? On dit qu'il y a de l'emploi en Côte d'Ivoire, mais jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, les Ivoiriens chôment. Il n'y a pas d'Ivoiriens qui travaillent. À chaque instant,
Vous voyez, la dernière fois, j'ai suivi une interview où on me disait que le kilo de riz coûte maintenant une somme de 500 francs. Le kilo de riz en Côte d'Ivoire. Tout devient cher, tout devient cher. Il n'y a plus qu'une machine qui maintenant sans tomber. Donc, quand tu regardes toutes ces choses, tu te dis quoi, mais je viens en Côte d'Ivoire. Étant ici, je n'ai plus rien. Maintenant, je rentre. Je pense qu'on sort sans quelque chose. C'est ce qui fait que beaucoup d'Ivoiriens hésitent un peu pour rentrer. Si la réconciliation était vraiment en marche, si on voyait ces fruits de la réconciliation qui peuvent encore nous booster, nous encourager de rentrer. Parce que la condition... Nous attendons à ce que la réconciliation soit vraiment en marche. Nous voulons vraiment rentrer. Mais nous rentrons dans quelles conditions et où on va? La condition de la réconciliation pour vous ne sera-t-il pas un alibi pour justifier votre séjour en Tunisie malgré les conditions difficiles que vous traversez, monsieur? Malgré les conditions difficiles que nous traversons, c'est vrai que nous traversons des difficultés ici. Moi, je me lève tout à l'heure, je rentre dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé. Je n'ai plus de revenus dans mon pays. Ce que je traversais, ce que je faisais, je ne le fais plus. Je n'ai plus d'activité. Je suis là, je m'assois, je regarde. Mais quand tu vas rentrer, si l'État ivoirien peut t'apporter quelque chose, ne serait-ce que donc, voilà, 500 000 francs, comme tu es rentré, voilà, nous te portons de l'aide pour que tu puisses faire quelque chose. Voilà, vous allez voir que plein d'Ivoiriens vont tout de suite rentrer. Oui, mais en se posant cette question... Se pose cette question, monsieur Ougui, même tous les auditeurs nous posent aussi la question, parce que ici on entend des questions qui tombent. Il y en a qui nous posent des questions, pour vous transmettre, de savoir, avant de poser cette question, de vous poser cette question, de savoir combien je vais ramener au pays en rentrant, avec toutes les conditions, la situation économique que traverse la Côte d'Ivoire et tous les pays également du monde sont en train de traverser des moments économiques très compliqués et complexes aujourd'hui. Alors la question, c'est de savoir comment vous mettriez ça en avant, cette condition de combien je ramène si je rentrais en Côte d'Ivoire, combien je ramène chez moi. Et la question, c'est de savoir combien vous avez emmené avec vous en quittant la Côte d'Ivoire pour vous conditionner dans cette situation. Combien avez-vous amené que vous ayez perdu et vous mettez en balance en vous disant j'ai perdu autant, je ne peux pas rentrer parce que je ne veux pas me retrouver dans mon pays. Ça aussi, il faut voir. Vous savez, monsieur René, monsieur René, quand tu sortais de ton pays, vous avez vu comment est-ce que le président du COJEP est rentré, comment il est sorti de la Côte d'Ivoire, il est sorti enchaîné. Le président Dégoudé, il est sorti enchaîné. Il ne pensait plus c'est quoi il a laissé derrière, ou bien avec quoi il est rentré. Quand tu sors, quand tu es en train de fuir quelque chose, tu ne cherches pas avec quoi tu sors. La seule chose avec laquelle tu sors, c'est ton âme, ton esprit, ton corps. C'est avec ça que tu sors. Tout le reste là, tu ne penses plus à ça. Est-ce qu'on peut te donner le temps pour rentrer dans ta maison, bien aller à la banque pour prendre de l'argent, pour dire comme je sors, donnez-moi tout ce que j'ai à la banque pour pouvoir sortir? Mais si c'était ça, quel Ivoirien qui allait se plaindre tout à l'heure? Ou quel Ivoirien, parce qu'on allait d'abord vider nos comptes sur nos banques et puis avant de sortir. Mais tu attends les bruits de fusil derrière toi, on te poursuit. Est-ce que tu peux aller à la banque pour faire sortir de l'argent pour sortir du pays? Tu ne peux pas. Et c'est tous ces biens qui sont restés derrière nous. Il y a des gens ici qui avaient des biens, des véhicules, des magasins qui ont été pillés de partout. Et ces personnes, quand tu les crois ici, ils disent je rentre en Côte d'Ivoire. Mais quand j'imagine que voilà ce que j'avais, voilà ce qui était à moi. D'autres ont perdu leurs enfants, d'autres ont perdu leurs femmes, d'autres ont perdu même leurs emplois, des magasins, des sociétés. Et ils sont ici. Il y a des militaires qui sont parmi nous. Ils ne peuvent pas rentrer en ce moment en Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas me dire que ce dernier, quand il rentre en Tunisie, il est venu avec des millions. Non. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas fuir la guerre en sortant de son pays avec des millions. Non. C'est mieux quand tu rentres avec des millions de l'exil que tu fuis la guerre avec des millions. Ça, on sait qui peut fuir avec de l'argent ou qui peut rentrer avec de l'argent. Donc, monsieur le journaliste, moi je pense que la question que vous venez de me poser, je peux m'exprimer, tu n'as pas ta place là.
fuis la guerre, tu n'as pas le droit d'aller à la banque pour dire comme la guerre arrive, donnez-moi tout ce qui est dans ma banque pour pouvoir se faire avec. C'est négocié. Alors, M. Kodjo, la question maintenant, c'est d'avoir quelle est la responsabilité du gouvernement tunisien qui vous accueille sur son sol, et puis finalement qui semble ne pas regarder avoir un regard sur vos conditions de vie. Quelle est la responsabilité du gouvernement tunisien? Ici, le gouvernement tunisien n'a pas... c'est pas... On devait, nous les Ivoiriens, nous, on fait recours à notre ambassade. Voilà, on fait recours à notre ambassade. Et comme le président Alassane a déjà dit que depuis que le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'exilés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, dans les pays africains ou bien en Europe, ceux qui étaient en exil, ils sont tous rentrés avec le président Gbagbo. Et quand nous partons dans les ambassades, c'est ce que les ambassadeurs nous disent, c'est ce que l'ambassade nous répète. Parce que nous formons des associations ici, étant ivoiriens, pour pouvoir nous entraider. Et quand nous partons devant ces ambassades, on dit, bon, voilà le nom de telle association. Nous, on veut faire vraiment reconnaître notre association aux yeux de l'ambassade. L'ambassade nous refuse carrément. On dit non. Et puis le président Gbagbo est rentré, on constate qu'ici, en Tunisie, il n'y a plus d'exilés. Il n'y a plus d'exilés. Il n'y a plus d'immigrants. Tout le monde est rentré. Et ceux qui sont là, c'est des cavaliers, ou bien c'est des personnes qui sont là de façon volontaire. Voilà comment ils m'ont répondu. Donc ici, en Tunisie, l'Ivoirien est livré à lui-même. L'Ivoirien est livré à lui-même. Et vous n'avez pas bénéficié du statut de réfugié politique lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au temps où Laurent Gbagbo était encore en prison à La Haye. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié de ce statut de réfugié politique? Mais maintenant, ça n'existe plus. Depuis le président est rentré, les gens bien avant, pendant que Laurent Gbagbo était en prison. Avant, on avait des cas de réfugiés qu'on appelait HR, nous donnait des cartes, mais maintenant, ça n'existe plus. Parce que depuis le président Gbagbo est rentré, ils ont tout annulé. C'est-à-dire qu'on a pu prolonger vos cartes de séjour, c'est ça? Pardon? On a pu prolonger vos cartes de séjour, vos cartes de réfugiés politiques. Qu'est-ce que vous avez eu exactement? Les statuts de réfugiés ou juste les cartes de renouvellement de séjour? Ici, c'est les cartes de réfugiés qu'on avait, voilà. C'est seulement les cartes de réfugiés. C'est ceux qui ont peut-être fait, d'autres ont déjà leur carte de séjour ici, mais moi, je n'en ai pas pour l'instant. En général, les Ivoiriens, en général, dans ces communautés ivoiriennes, il y a quand même des gens qui ont bénéficié de ce statut de réfugié politique, qui peuvent rester en Tunisie pour longtemps et qui peuvent travailler légalement. Maintenant, comment on fait, le statut de réfugié n'existe plus. C'est ce que je vous ai dit. Non, j'ai dit avant. Pendant que Laurent Gbagbo était en prison, il y a eu des Ivoiriens qui ont bénéficié du statut de réfugié. Les statuts de réfugiés, oui. Nous, on avait ces cartes de réfugiés. Mais c'est ce que je vous ai dit. Depuis que le président Gbagbo est rentré, et quand Dia Camara s'est prononcé à la télé pour dire que ça n'existe plus, et depuis lors, les gens nous refusent ça. Même quand ta carte est périmée, tu l'arraches, on te donne plus une nouvelle carte. D'accord. Donc voilà. Bah, je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes M. Erasmus et Canal 54 à TV, dans notre émission Les Grands Dialogues de ce dimanche 24 juillet 2022. Nous sommes en entretien avec M. Belek Ougui, un sujet ivoirien qui vit en Tunisie et qui parle quand même au nom de tous les Tunisiens qui souffrent avec lui de ce côté de l'Afrique du Nord. Vous pouvez nous rappeler au 44 113 06 18 115 27 au cas où vous aimeriez donc poser des questions pour savoir comment fonctionne le programme de Erasmus. Monsieur Ougui, nous allons terminer notre entretien de ce dimanche. La question que je vais vous poser est de savoir quels sont les messages ou vos attentes auprès du gouvernement ivoirien. Ok, monsieur René, bon voilà, moi d'abord je vous remercie. Je voulais vraiment encourager ces trois grands leaders de mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Alassane, le président Gbagbo et le président Bédié, en tout cas d'aller
en profondeur de leur réconciliation qu'ils sont en train de mettre en place. Et vraiment, les Ivoiriens qui sont ici souffrent beaucoup, ils veulent vraiment rentrer et rentrer dans des bonnes conditions. Voilà, rentrer dans des bonnes conditions. Et je déplore vraiment à ce que mes frères ivoiriens aillent mourir dans l'eau. Voilà, parce qu'il ne peut plus retourner, il ne peut plus aller vivant. La seule chose qu'il peut peut-être faire, c'est de partir sur l'eau. Parce que étant ici, si tu veux retourner en ce moment, il y a ce qu'on appelle la pénalité que je ne vous ai pas dit. Il y a une pénalité que tu dois payer. Quand tu as déjà fait 5 ans ici, par mois, tu dois payer 16 000 francs par mois. Multiplie ça par 5 ans. Combien ça te fait? Est-ce que tu peux avoir cet argent et puis payer ton billet d'avion, avoir un peu d'argent sur toi pour pouvoir rentrer? Voilà pourquoi nos frères ivoiriens, ils vont souvent sur la mer pour rester dans l'eau. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir 300 000, 500 000 pour payer d'abord la pénalité et puis avoir maintenant 1 million et quelques pour payer son billet d'avion. Donc c'est ce qui fait que plein d'Ivoiriens, s'il a eu 800 000, s'il a eu 700 000, il va pour la traverser. Donc voilà un peu la situation que nous traversons. Donc vraiment j'encourage nos leaders politiques de faire l'effort pour que cette réconciliation soit vraiment sur des bonnes conditions. La Côte d'Ivoire a un ministre qui s'occupe de la réconciliation, monsieur Kouadio Bertin Kakabé. Est-ce que vous aimeriez lui adresser un message directement, lui qui est ministre de la Réconciliation? Au ministre de la Réconciliation, M. Kakabé, bon, c'est ce que je viens de dire, comme c'est lui qui s'en charge. Nous, on voulait peut-être qu'il ne parte en Tunisie pour voir vraiment la souffrance que vivent les Ivoiriens ici en Tunisie. Et nous lui demandons sincèrement de mettre vraiment de faire un effort pour que cette réconciliation marche vraiment. Et son devoir, qu'il accomplisse vraiment ce devoir qu'il a fait de commencer. Voilà ce que je voulais aussi lui dire. Et un dernier message pour les Ivoiriens de la diaspora qui vous écoutez pour le moment. Il sera lequel? Pour les Ivoiriens de la diaspora. Bon, pour tous les Ivoiriens de la diaspora, moi, tout ce que je veux leur dire, c'est d'avoir foi en leur pays, la Côte d'Ivoire. Qu'ils sachent qu'ils laissent la paix et la réconciliation fera sa part plutôt dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et on va retourner sain et sauf et la Côte d'Ivoire retournera sa valeur normale. Et qu'il ait vraiment foi en Dieu. Voilà ce que je voulais aussi leur dire. Voilà, monsieur Deleg Ogi, merci d'être passé à ce grand dialogue de ce dimanche 24 juillet 2022. C'est avec plaisir que nous avons échangé avec vous longuement sur la situation que vous traversez en Tunisie. Nous espérons que les autorités ivoiriennes vont suivre ce message, vont suivre ce grand dialogue avec vous et toutes les souffrances que vous traversez, ils vont pouvoir s'en occuper. Je rappelle en même temps que ce forum a été proposé par Mme Mireille Liliane Saki, qui est l'ambassadrice de paix, présidente du collectif des Français d'origine ivoirienne et des amis de la Côte d'Ivoire. Elle est donc très active pour aider les Ivoiriens en souffrance sur le continent et ailleurs. Merci en tout cas, M. Guy, d'être passé à ce grand dialogue de ce dimanche et à très bientôt. Merci, monsieur René. C'est moi, je vous remercie. Que le Seigneur veille sur vous et bon après-midi à vous. À vous autant, monsieur. Au revoir. Voilà, nous sommes donc à la fin de ce grand dialogue. Nous sommes à la fin de ce grand dialogue et nous vous remercions en tout cas encore une fois de votre fidélité et surtout de votre constance à suivre notre émission de cet après-midi et tout en espérant que tout le monde se porte bien en ce dimanche. Merci et à très bientôt. Au revoir.